Bonne journée à toutes. Si nous avons frôlé la catastrophe hier à Portiuet, où un Canadair a été contraint à un amérissage d'urgence maîtrisé lors d'un exercice. En effet, ce jeudi 15 mai, aux alentours de 10h, un Canadair qui participait à un exercice planifié dans l'extrême sud, plus précisément dans le golfe de Portiuet, a été contraint d'effectuer un amérissage d'urgence dans le bassin du port. L'appareil procédait à une manœuvre d'échauffage lorsque l'incident est survenu. Les 3 personnels à bord, sains et saufs, ont été rapidement secourus par les pompiers et la SNSM. Selon les premières constatations, l'appareil aurait heurté des rochers dans sa manœuvre, provoquant une voie d'eau. L'avion aurait pu couler, mais le colmatage a permis d'éviter ce scénario. Le bureau d'enquête accident d'État a été saisi. Un deuxième avion serait endommagé dans une moindre mesure. Les autorités compétentes sont mobilisées pour clarifier la situation. Peu après 14 heures, un motard est entré en collision avec une voiture à quelques encablures de l'hôpital de Bastille. Dans ce choc à vive allure, le motard a terminé sa course contre le pare-brise du véhicule. Rapidement pris en charge, celui-ci a été transporté vers l'hôpital de Bastille. En justice, Guy Orson et Antosimone Moretti ont été condamnés à respectivement 13 et 12 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime par le tribunal correctionnel de Marseille. Cette condamnation est assortie d'une peine de sûreté de moitié. Thomas Milan, jugé pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et pour recel en mode organisé, a pour sa part été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Les faits reprochés aux 2 hommes remontent au 19 octobre 2018. Ce jour-là, Guy Orson et Antosimone Moretti avaient été arrêtés alors qu'ils se trouvaient sur une moto volée, armée, à proximité du domicile de Pascal Pori, membre présumé du Petit Bar. Justice toujours, une enquête a été ouverte pour violence volontaire aggravée et conduite sous l'emprise de stupéfiants malgré une suspension du permis de conduire par le parquet de Bastille. Et ce après que 3 femmes aient été heurtées par un véhicule à Fouriagne, et c'était mercredi soir. Les personnes renversées ont été transportées vers le centre hospitalier de Bastille en urgence relative. Quant au conducteur, il a été placé en garde à vue. En sport, le GFCA a rendez-vous avec son histoire. Ce vendredi soir à 21h10, le Gazélec accueille Fréjus dans le cadre du match retour de la finale des playoffs du championnat de France de Ligue B. Après son succès indiscutable lors du match aller, 3-7-0, les joueurs de Frédéric Fernandez ont l'occasion de renouer avec leur prestigieux passé. Plusieurs fois champion de Ligue B, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, le GFCA Volley demeure à ce jour le club le plus titré du sport collectif insulaire au niveau professionnel. Le GFCA a donc une belle occasion de rajouter une ligne supplémentaire à son palmarès et de signer un retour en Liga, l'élite du volley national. Même si le Gazélec est favori et sans doute supérieur à son adversaire, il devra toutefois rester sérieux et vigilant face à une formation fréjussienne qui jettera toutes ses dernières forces dans la bataille. On écoute l'avant-match avec Frédéric Fernandez, l'entraîneur du GFCA. Ça fait 2 ans qu'on performe, ça fait 2 ans qu'on attend ça avec impatience, ça fait même 4 ans que le projet a été mis en place. Maintenant, il faut concrétiser, il va falloir gérer l'événement le plus sereinement possible, surtout mettre en place notre jeu et pas déjouer. Ça serait vraiment dommageable sur la dernière marche de passer à côté. Oui, parce qu'il faut le rappeler, sur le match aller, ça a été une victoire nette et sans bavure et assez rapide aussi, 3-7-0 face à cette équipe de Fréjus. Oui, c'est vrai qu'on a dominé les débats dès l'entame de match. On a mis une grosse pression au service, on a su être très serein dans le bloc, tactiquement, le bloc défense, mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Tout nous a réussi, ça a été un match plein. Maintenant, il va falloir reproduire ce genre de prestations si on veut vraiment passer cet adversaire, car ils vont être revanchards, ils auront rien à perdre, ils vont tenter beaucoup de choses. J'espère que ça ne sera pas pour eux, mais que nous on sera patient dans les échanges et qu'on les amènera où on a envie de les amener. Il faut pas que l'enjeu tue le jeu. Oui, c'est ça, c'est exactement. Il faut pas falloir être noyé par l'événement, va pas falloir dire il faut gagner absolument. Il faut d'abord bien jouer, mettre en place ce qu'on a dit qu'on mettait en place, les 2-3 changements tactiques que l'on a fait contre cette équipe-là pour pouvoir créer encore d'autres incertitudes. Mais voilà, il va falloir pas être pris par l'événement, par tout ce qui va en découdre par la suite. Comment les avez-vous sentis, vos joueurs, cette semaine, excités par l'événement, concentrés, sérieux, stressés? Il y a eu un peu de tout. Il y a eu un petit peu d'excitation début de semaine, puis de la concentration, puis beaucoup de sérieux maintenant sur la fin de semaine. Donc voilà. Donc on a géré l'événement le plus sereinement possible. On le prend un match comme un autre. Hein. On essaie de dramatiser l'événement, ne pas se dire que voilà, après ce match-là, de toute façon, il y aura la
saison est terminée, on sera où on doit être en principe, c'est-à-dire en Liga. Un petit mot sur ces playoffs. Hier, j'ai pensé au volley parce qu'il y a un débat qui arrive également dans le foot où ils penseraient à mettre des playoffs pour le titre de champion de France au foot. Là, c'est ce qui se passe pour l'instant au volley. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces playoffs, Fred? Je suis 100% contre, voilà. Donc on se bat toute une saison pour justement être le plus régulier possible. On y met tout en place, que ce soit sur la récupération, sur le travail technique, sur le travail tactique, sur la préparation physique. Voilà, je trouve que c'est un petit marathon et je trouve ça dommageable qu'en fin de saison il y ait des playoffs, que tout soit remis à zéro et que en plus les adversaires les plus les plus riches, faut dire ce qui est, peuvent prendre des joueurs au dernier moment. On le voit encore à Poitiers là en Liga qui prennent un joueur au dernier moment et ils postent le championnat en étant en finale contre Tours ce soir également. Donc voilà, tout ça me dérange un peu. Je pense que la régularité doit être mise en avant et pas le domaine financier parce que ça laisse la place à des petites équipes, mais sur le long terme, voilà, les grosses écuries financières feront toujours la différence. Et donc ce vendredi soir, il y a Saint-Palatine qui sera, on peut le dire presque à guichet fermé. C'est une force, ça sera vraiment le 7e homme sur ce match. Ah bah oui, ça l'est tout le temps, ça l'a été tout au long de la saison, ça l'a été depuis un très très long moment. On voit que voilà, ça fait 4 ans, les gens reviennent au Palatine, ils prennent plaisir à y venir. Nous on prend énormément de plaisir qu'ils soient là, ils nous poussent dans nos retranchements, même quand ça va mal, on sent qu'ils sont là à nous aider et on aura besoin d'eux ce soir si on veut faire un exploit. Il s'agissait de Frédéric Fernandez, le coach du GFCA. Vous l'avez compris, en cas de victoire, le GFCA se qualifierait donc pour la Liga et fêterait son titre de champion de France de Ligue B. Mais en cas de défaite, les deux équipes, GFCA et Fréjus, joueraient alors dans la foulée un 7 en or, un 7 qui serait, vous l'avez compris, déterminant. Un feu de forêt qui se déclenche sur les hauteurs de Vili di Petrabugno et de San Martino di Lota en progressant vers les zones habitées. Tel est l'exercice de gestion de crise auquel se sont prêtés les pompiers de Haute-Corse et les élus des communes en question. Cet exercice, similaire à celui organisé en 2023 à Fouriane et dans le cadre du programme d'action et de prévention de la CAB, vise à tester les commandements ainsi qu'à agresser les rouages de coopération entre pompiers et communes. L'occasion aussi pour le personnel intercommunal et communal d'acquérir les bons et prompts réflexes dans un tel contexte. On écoute Michel Rossi, maire de Vili di Petrabugno. Alors, par définition, effectivement, un événement accidentel ou de ce type incendie ou type inondation, est imprévu. Donc, il faut se préparer à toutes sortes de situations. Et c'est la raison pour laquelle les communes sont associées à cet exercice, sous l'autorité des pompiers et du préfet, bien entendu aussi, mais eux sont chargés de la lutte et nous sommes chargés en quelque sorte de prendre soin de nos populations. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà, ce sont des choses, heureusement, auxquelles vous n'avez pas à faire face tous les jours, même toutes les années. Ça veut dire que vous aussi, vous avez besoin d'entraînement pour savoir comment réagir et comment coopérer avec les pompiers. Tout à fait. D'autant que l'expérience montre de plus en plus que le changement climatique, la sécheresse, le manque d'eau sont des facteurs aggravants et que le couvert végétal, notamment sur mon territoire, sur le territoire de la commune de Ville, est de plus en plus important et que fort heureusement on n'a plus d'incendie depuis longtemps, mais ça peut arriver. Votre commune est une commune où il y a des forts dénivelés, où il y a aussi des habitations de plus en plus nombreuses, parfois dans des zones de plus en plus escarpées. Le feu en périmètre périurbain, il a aussi ce danger, ça peut aller très vite sur des habitations, c'est pour ça que ce type d'exercice est vraiment important. Tout à fait, vous l'avez dit, c'est une zone très urbanisée, proche de Bastia, où il y a bien entendu une évolution de la construction et des villas qui sont entourées d'arbres, de jardins, etc. Beaucoup plus qu'auparavant, et donc il y a d'autant plus de danger qu'il y a une population qui a augmenté, qu'il faut tenir à l'écart de tout danger ou toute catastrophe. On voit qu'il y a beaucoup de modernité, par exemple derrière nous, on voit que Vili di Petrabugno est modélisé comme dans un jeu vidéo, ça vous impressionne? C'est impressionnant parce que ça nous donne une idée de cette réalité virtuelle, nous donne une idée de cette réalité dans laquelle nous vivons tous les jours et à laquelle on ne fait pas attention. Il s'agissait de Michel Rossi, le maire de Vili di Petrabugno. Côté pompiers de Haute-Corse, cet exercice grandeur nature était une première avec la présence de plusieurs observateurs de l'école d'application de la sécurité civile et de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. L'occasion aussi d'utiliser dans un nouveau contexte l'outil logiciel Serious Game qui avait modélisé dans des graphismes rappelant les jeux de guerre d'il y a une vingtaine d'années la topographie, la route, les rues et les bâtiments de la zone de manière fidèle. On écoute le commandant Frédéric Antoine Santoni.
Alors comme on articule un exercice comme ça, c'est déjà un travail de préparation qui a été long, puisque c'est une ambition d'il y a 1 an et un travail vraiment de conception il y a 6 mois qui s'est organisé avec les équipes des communes, avec les sapeurs-pompiers, pour essayer de se rapprocher d'être au plus proche de la réalité. On est sur un incendie périurbain, donc proche de beaucoup d'habitations, de centres d'intérêt. Qu'est-ce que ça change dans la méthode de traitement d'un incendie de grande ampleur? Pour les sapeurs-pompiers, la définition des enjeux quand ils sont humains et matériels, c'est quelque chose qui est pris en compte de manière primordiale parce que c'est notre mission. Pour les élus, d'avoir leurs habitations qui sont menacées, leurs administrés qui sont impactés, les établissements sur leur commune, il y a toute une organisation de sauvegarde qui est à mettre en place. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est la coordination des secours et des actions de sauvegarde qui doivent se coordonner pour arriver à des actions efficaces. Et ça, c'est ce qui se passe dans la réalité, donc on se rapproche de la réalité. Entre autres, le stress d'une vraie intervention, il est particulier. Le stress d'un exercice reste quand même relatif, mais vous avez raison, le fait de se préparer permet de mettre en place des process, des organisations qui faciliteront la gestion sur le terrain et donc feront diminuer le stress. Et puis au-delà, il y a ce logiciel de modélisation qu'on voit derrière nous qui avait été testé à Fouriani sur une configuration plutôt en plaine. Là, vous êtes plutôt en montagne, ça permet aussi de le tester dans des configurations différentes sur un incendie en montagne. C'est ça, le simulateur nous permet de faire du multirisque, de faire travailler notre imagination, de faire travailler les équipes sur des scénarios qui ne sont pas connus. Donc oui, aujourd'hui c'est dans la montagne, un feu dimensionnant que l'on craint qui va se passer. Donc on va travailler sur des conditions qui sont proches du réel. Alors les drones, on a des équipes drones qui ont été mises en place par les services incendie 2A, 2B et aussi par les collectivités. On a une grosse équipe qui est en train de se construire, de se mettre en place et ça devient un outil primordial aujourd'hui sur nos actions. Sur le simulateur aujourd'hui nous n'aurons pas, mais bientôt nous aurons aussi le drone sur le simulateur. Donc faire travailler les drones, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient courant maintenant pour les missions sapeurs-pompiers. Mais ça devient une inquiétude à plusieurs titres. Au premier, c'est qu'on est obligé de renforcer notre préparation opérationnelle puisqu'on ne s'entraîne plus forcément sur des feux réels. La deuxième chose, c'est qu'on a un couvert végétal qui est en train d'augmenter et d'être de plus en plus dense. Donc les feux et la force des feux va être encore plus importante. Et aussi les populations qui sont de moins en moins prêtes à ces exercices. Donc travailler ces exercices prend tout son sens à la lumière de ces événements. Et puis on voit que vous êtes dans une logique d'échange avec le continent puisqu'il y a des effectifs du continent qui sont venus cette semaine pour travailler autour justement de l'enjeu des feux de forêt. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette semaine? C'était une semaine de préparation opérationnelle qu'a organisée avec nos collègues du continent, qui s'est déjà construite pas seulement sur des exercices, puisqu'on a eu une séquence sur les facteurs humains, l'organisation, le stress en intervention qui a eu lieu mardi à Corté. Hier, c'était la journée nationale feux de forêt, on a parlé de doctrine et des nouvelles techniques. Aujourd'hui, on finit avec un exercice, donc c'est vraiment une préparation opérationnelle pour les 2 services incendie qui a été voulue, construite à la fois sur de l'opérationnel, la mise en œuvre d'exercices, mais aussi sur de la construction intellectuelle et la réflexion avec des universitaires, notre université de Corse bien entendu. Donc c'est une réflexion beaucoup plus large que simplement des exercices. Selon une étude du Cercle des langues qui a scruté le niveau d'anglais de 20 000 Français de 35 à 65 ans, le niveau en anglais reste faible dans le pays. Il existe de surcroît des disparités régionales importantes. Cette étude nous apprend par exemple que c'est en Île-de-France que l'on parle le mieux l'anglais, suivi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bretagne. A contrario, c'est en Corse que l'on parle le moins bien l'anglais, juste devant la région Grand Est, où les bassins de population se trouvent près de la frontière allemande notamment. Montrer que la maladie ne doit pas dicter de limites, c'est quelque part le message que voudra porter Stéphanie Simon-Pierry, âgée de 56 ans. Celle qui était pompier volontaire avant la maladie souffre d'un cancer métastasé des os, conséquence d'une récidive d'un cancer du sein. Malgré le combat difficile qui se joue pour elle face à une maladie qui gagne du terrain, elle s'astreint dans une salle de Ponteleccia à des entraînements quasi journaliers adaptés aux besoins de préserver sa structure osseuse. Celle-ci, entourée de pompiers de la Haute-Corse et de la Marie d'Eau, va en effet tenter de traverser le Gervin. Ce sera au mois de juin. Bien évidemment, celle-ci devra faire très attention à éviter les chutes et devra affronter la fatigue, mais pas question pour autant de baisser la tête, portée par la volonté de le faire pour tous les autres malades. On écoute Stéphanie Simon-Pierry. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé la montagne et les randonnées, mais là, pour le coup, je sais très bien que la maladie avance et que j'ai pas trop le temps. Donc je me suis lancé ce premier défi, j'insiste bien. J'espère qu'il y en aura d'autres si Dieu me prête vie. Et en fait, ce premier défi pour mettre en lumière tous les gens malades. Hein. Puis pour moi aussi, hein, d'abord. Hein, j'ai toujours été sportive et j'aime la compétition et les victoires. Donc voilà, je m'engage sur ce GR mythique. La thérapie, je l'ai eue dès le départ. Hein. Dès qu'on m'a annoncé la maladie, je savais, de par mon métier, puisque je travaillais à l'époque en tant qu'ambulancière à Ponteleccia,
je savais que voilà, j'ai pas eu de, on va dire, de coup de mou, quoi. J'ai de suite avancé, je savais très bien où j'allais, quoi. Comment conseillez-vous justement l'énergie que vous avez à mettre dans la lutte contre cette maladie et aussi l'énergie nécessaire pour les entraînements par rapport à ce défi? Alors, c'est pas facile tous les jours, hein, évidemment. Hein, mais je suis pas quelqu'un qui me plaint, donc je fais au jour le jour par rapport à mon état de santé. C'est pas facile parce que bon, moi, si vous voulez, j'ai un cancer du sein qui s'est métastasé sur les os, et donc il faut que je fasse super attention. C'est-à-dire que je n'ai pas droit à la chute. Et au-delà de ça, c'est des entraînements courts, adaptés, c'est ça aussi? Des entraînements pratiquement tous les jours, c'est des entraînements en salle, donc au Corsica Gym justement de Axel Felden qui me coach avec Fanny et Paulma. Et c'est pratiquement tous les jours et surtout des randonnées en montagne aussi. Ouais. Il y a un risque énorme, mais je suis très prudente. Voilà, je vais être très prudente. Et puis bon, comme je suis plutôt peureuse, je vais faire très doucement. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un jour une étape, parce que je sais très bien que ça va être très dur et on le fera. En moyenne, on va mettre sur chaque étape, on va mettre entre 6 et 8 heures. Donc je sais que je peux arriver, j'ai largement le temps d'arriver sur l'étape du soir, donc je vais prendre tout mon temps. Donc un jour une étape, donc 28 jours. 16 jours, voilà. 16 étapes, 16 jours. Parce qu'au final, le plus important, c'est d'arriver jusqu'au bout, peu importe le temps qu'on met. L'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, parce que c'est ça le sens de votre initiative. Tout à fait. Donc, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai très peur pour les 4 premières, parce que j'en ai fait déjà 2. Bon, je sais que ça va être costaud. Ensuite, si j'arrive à Conques, c'est merveilleux. Voilà, selon mon médecin, ce sera vraiment un exploit. Et puis il y a cette chaîne qui se crée autour de vous, de la part de vos collègues pompiers, mais aussi de la Marido et même au-delà. Tout simplement, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous donne comme force aujourd'hui? Écoutez, en même temps, je ne pensais pas que ça allait se créer tout ça, quoi. Je veux dire, les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit on vient avec toi, bon, ça part de ma famille, qui ont été hyper contents, et mes amis pompiers, mes amis d'enfance, mes amis du hand, du rugby, et puis il y a aussi mes anciens entraîneurs. Hein. Je tiens, ça par contre vous le notez, hein. Je tiens à mettre à l'honneur Monsieur Jean-Louis Abadi, qui était mon professeur de hand, Monsieur Tony Aubon à Corté, Monsieur Tony Aubon qui était mon professeur d'athlétisme. Il y a Madame Anne Mestre à Ajaccio, entraîneur de handball. Et pour finir, Monsieur Henri Bonino au rugby, qui était mon entraîneur. Et je veux dire, j'ai croisé des personnes comme ça. En fait, ça vous donne... elles m'ont tellement appris au niveau de l'abnégation, de la résilience. C'est vraiment... on m'a appris à sortir de ma zone de confort. On m'a appris à avancer. On m'a appris à m'entraîner par n'importe quel temps. Et je crois que ça m'a servi tout au long de ma vie et de ma vie sportive. Et je remercie vraiment. Et puis j'ai tous ces amis. C'est vraiment une chaîne de solidarité incroyable. Alors oui, on va essayer, si vous voulez, pour chaque étape, de filmer, de prendre des photos et ensuite de mettre sur mon site Facebook ces défis, et il y aura aussi Instagram. Et donc on va trouver à un moment donné un moyen de faire, d'envoyer les photos et les vidéos pour que tout le monde puisse partager l'aventure là-haut. Les prévisions météo pour ce vendredi 16 mai 2025 en Corse, jour de la Sainte-Honorée. Le ciel est de plus en plus lumineux en Haute-Corse. Malgré la persistance de quelques nuages, le soleil brillera toutefois cet après-midi. En Corse du Sud, le beau temps laissera la place à un ciel plus mitigé dans le courant de l'après-midi. Des foyers orageux pourraient même se développer en Alta Rocca, dans le Haut-Aravo et dans les Deux-Sèvres. Des averses seront possibles. Le vent souffle jusqu'à 70 km/h en Balagne, 60 dans l'extrême sud. Le vent baissera d'intensité en cours de journée sur le Cap Corse et la région bastiaise et sera plus faible par ailleurs. Les températures, quant à elles, fraîchissent et perdent 1 à 2 degrés par rapport à la veille. 21 degrés, ce sera le maximum pour Ajaccio, Portievecchio, Propia, Bunivaggio, 20 à Bastia, Calvilise, ou la 19 à Sartè, 18 à Corti, Cervione, Vicco, 17 à Prunello di Fiumor, Burugliano, Ziccavo et 15 à Pietralba. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous tout de suite pour votre agenda culturel de ce jour et du week-end.